Voici Stalag Luft 3. Construit en 1942 dans les forêts denses de Zagain en Pologne, à plus de 160 km au sud-est de Berlin, il devint l'un des plus grands camps de prisonniers de guerre de ce type en Europe. Construit spécialement pour les officiers des équipages aériens alliés abattus au-dessus des territoires occupés par l'Axe, ce vaste complexe de haute sécurité, composé de 5 enceintes distinctes, a abrité entre 10 000 et 12 000 prisonniers à son apogée. Mais ce qui le rend vraiment célèbre, ce n'est pas ce que vous voyez au-dessus du sol, mais ce que vous ne voyez pas en dessous. Un tunnel souterrain secret, creusé sous le nez des Allemands, qui a permis la plus grande et la plus audacieuse évasion de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce camp n'était pas une simple prison, c'était un piège, un endroit conçu pour briser toute tentative d'évasion. La prison était entourée de 2 rangées de clôtures de 3 mètres de haut chacune et espacées d'1,50 m entre elles, rendant toute fuite presque impossible. Même s'approcher des barbelés était une épreuve. Une ligne d'avertissement était tirée tout autour des clôtures, et quiconque s'en approchait était abattu sur le champ depuis des miradors. Il s'élevait à plus de 100 mètres de haut et dominait chaque recoin du camp. Et si par chance un prisonnier réussissait à s'échapper en passant par les grilles, il lui faudra encore traverser une trentaine de mètres dans un no man's land avant de pouvoir rejoindre la forêt qui entoure la prison. Mais contrairement à une grande partie des camps de cette époque, celui-ci était plutôt confortable. Du fait de leur statut d'officier militaire, le camp disposait d'une bibliothèque, d'un terrain de sport et d'une salle de théâtre, où des concerts et des spectacles se déroulaient. Cependant, ce confort n'avait pas dissuadé les prisonniers de s'échapper de cet enfer. Ils feront donc de l'évasion leur objectif principal durant cette guerre. Cependant, comme je vous l'ai dit, ce camp était conçu pour être inébranlable. Vous devez donc vous demander comment ces hommes ont-ils pu s'échapper. Ils allaient devoir faire preuve d'ingéniosité et organiser une opération à une échelle encore jamais vue auparavant. Pour s'échapper, les prisonniers ont décidé de creuser non pas un, mais 3 tunnels situés à différents endroits du camp. Cette opération d'évasion fut mise en place entre 1943 et 1944 par plus de 600 prisonniers composés majoritairement d'Américains et de Britanniques, réunis sous le nom du Comité X. Ce groupe secret, dirigé par Roger Bushell, pilote pour la British Royal Air Force, Wally Floody, pilote de l'aviation royale canadienne, et Desmond Plunkett, pilote de la Royal Air Force. Ce groupe avait donc pour mission de planifier et coordonner une évasion massive en élaborant un plan plutôt audacieux. Creuser simultanément 3 tunnels, baptisés Tom, Dick et Harry, afin de maximiser les chances de réussite. Pour éviter d'être détectés, ces 3 tunnels ont été creusés sous différents meubles situés dans 3 cabanons différents. Malheureusement, en septembre 1943, le tunnel Tom est découvert et Dick est abandonné en cours de route car jugé trop dangereux à continuer. Nous allons donc nous concentrer sur le tunnel Harry. Celui-ci était situé sous une cuisinière du baraquement numéro 104. Son tracé se dirigeait vers la forêt située au nord du camp, offrant une cachette immédiate aux prisonniers une fois dehors. Le tunnel était creusé à environ 10 mètres sous terre, afin d'éviter que les micros cachés sous terre captent le bruit des creusements. Comme le sol du camp était composé principalement de sable instable, il était essentiel de soutenir les galeries pour éviter les effondrements et assurer la sécurité des prisonniers creusant sous terre. L'architecture des tunnels a donc été soigneusement conçue, avec des renforts en bois faits à partir de planches de lit, de chaises, de tables et de bancs pour éviter que le tunnel ne s'effondre. Des rails en bois sont également construits à partir de vis de lumière. Ils s'étendaient sur toute la longueur du tunnel pour pouvoir transporter les outils, les matériaux et les personnes d'une extrémité à une autre le plus rapidement possible. Pour que le creusement du tunnel soit le plus optimisé possible, chaque mineur était accompagné d'un pingouin. Il était là pour évacuer tout le sable et la terre extraite pour creuser le tunnel. Pendant un certain temps, il y avait plus de 150 pingouins qui travaillaient ensemble. Des sacs étaient suspendus aux jambes des pingouins qui laissaient couler par terre le sable et la terre lorsqu'ils marchaient dans le camp. C'était l'un des plus gros problèmes qu'ils ont rencontrés durant la réalisation des tunnels. Au bout d'un moment, il leur fut impossible d'écouler davantage de terre dans le camp. Ils décident donc de mettre le sable du tunnel Harry dans l'ancien tunnel Dick. Pendant qu'une partie des prisonniers s'occupait à creuser, un atelier avait été créé par une autre partie des prisonniers. Il était à côté du tunnel Harry pour fabriquer et démonter tous les éléments nécessaires à la construction du tunnel, tandis qu'une autre partie s'occupait de concevoir et de fabriquer des vêtements civils et des accessoires comme des boussoles, des papiers d'identité et des cartes, dans le but de faciliter leur évasion. Après des mois de travail, le tunnel Harry est enfin terminé. Le tunnel mesurait plus de 110 mètres de long et était prêt pour l'évasion. Le comité X décide donc de mettre leur plan à exécution dans la nuit du 24 au 25 mars 1944. Sur les 600 prisonniers ayant travaillé sur le projet d'évasion, 200 hommes ont été choisis pour s'évader, et ils enverront en priorité 76 prisonniers dans le tunnel Harry.
car ils ont dû choisir ceux avec les meilleures chances de rester inaperçus une fois dehors. Sur ces 76 prisonniers, 30 parlent couramment allemand et reçoivent le peu d'argent accumulé durant les préparatifs, ainsi qu'une avance pour essayer de se rendre à la gare de Segen, située à proximité de la prison, avant le départ du train pour la nuit. Et les 43 autres devront voyager à pied pour s'échapper de prison. Et chaque individu avait des plans de voyage différents en espérant atteindre les territoires alliés le plus rapidement et via des pays neutres. 20h45, début de l'opération dans le tunnel Harry. Une partie des prisonniers sont dans les tunnels pour pouvoir faire avancer les 76 qui devaient s'évader. À 21h30, un homme commence à retirer les planches qui bouchent l'entrée du puits d'évacuation. Cependant, celui-ci était bloqué à cause des mauvaises conditions météorologiques. Il a fallu donc attendre jusqu'à 22h15 pour finalement libérer l'entrée. Ceci a eu un impact important car la nuit est tombée vers 21h et le soleil se lève à 5h30 du matin. Il venait donc de perdre 45 minutes d'obscurité. Ils décident cependant de continuer l'opération. Ils font face à un autre problème. La trappe d'évacuation qui devait se trouver dans la forêt entourant la prison était finalement plus courte que prévu. Ils devaient donc faire plus attention face aux sentinelles allemands qui patrouillaient tout autour de la prison. Pour faire face à cet imprévu, ils ont placé un guetteur à la limite de la ligne des arbres. À 22h30, et au bout des 6 heures qui suivent, les 76 détenus ont réussi à sortir du camp. Et à 4h55 du matin, une grave erreur a été commise par un des évadés, un garde de repère, et déclenche l'alerte au sein de la prison. Les conséquences de cette opération sont malheureusement dramatiques. Sur les 76 évadés, seulement 3 sont parvenus à s'échapper. Per Bergstrand, Jens Müller et Bravan der Stock, qui sont tous les 3 pilotes pour la Royal Air Force. Pour les 73 autres évadés, cette liberté retrouvée ne durera que quelques heures, voire quelques jours tout au plus. Et sur ces 73, 50 se seront fait abattre sous les ordres directs d'Hitler, et les 23 autres furent renvoyés en captivité, soit à Stalag Luft 3, soit dans d'autres camps. Mais vous devez vous demander, qu'est-ce qui est arrivé à nos principaux porteurs de cette évasion? Roger Buchel a été interpellé au bout de 4 jours alors qu'il se dirigeait vers la frontière française avec son compagnon d'échappée, le sous-lieutenant français Bernard Scheidauer. Tous deux sont alors abattus d'une balle de pistolet dans le dos. Quant à Wally Floody, avant que l'évasion ne puisse avoir lieu, il a été transféré dans un autre camp, l'empêchant de participer directement à la fuite. Et en ce qui concerne Desmond Plunkett, il a été capturé peu de temps après l'évasion et a été renvoyé en captivité dans un autre camp de prisonniers de guerre. Cette évasion aura eu un impact majeur jusqu'à la fin de la guerre. Elle entraînera un renforcement de la sécurité dans les camps de prisonniers et marquera profondément la Seconde Guerre mondiale. Elle inspirera également la culture populaire, notamment à travers le film La Grande Évasion de 1963. Malgré son issue tragique, cette évasion reste un symbole de résilience et d'ingéniosité face à l'adversité.